Tu prends une fusée pour aller sur la Lune. Elle atterrit. Tu mets ton uniforme de travail. Et tu vas faire ton boulot dans une usine locale qui extrait l'eau du sous-sol de la Lune. Il y a aussi des usines de carburant. Des dizaines de personnes dans des rovers lunaires parcourent l'étendue du satellite naturel de la Terre. À la fin de ton service, tu montes à nouveau dans la fusée. Elle te ramène chez toi comme un bus normal. C'est exactement ce que la NASA envisage de faire. Et la première étape de ce projet est la mission Prime 1. Prime est l'acronyme de Polar Resources Ice Mining Experiment. La mission commence en 2022. Allons la découvrir de plus près étape par étape. Une fusée de propulsion et un deuxième étage sont montés sur la rampe de lancement. Feu! Les moteurs de la fusée commencent à brûler du carburant et nous montons. Bientôt, la fusée atteint une vitesse d'environ 38 600 km/h. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance entre New York et Londres en seulement 8 minutes. Une fois que le propulseur a épuisé tout son carburant, il se détache et se pose en douceur sur la Terre. Le deuxième étage avec la capsule spatiale allume ses moteurs quelques secondes après le retrait du premier étage. La fusée continue donc à monter. Une fois qu'elle a atteint son orbite, la capsule spatiale s'ouvre. Elle libère le module d'atterrissage lunaire Nova-C. C'est un vaisseau spatial cylindrique aussi long qu'une berline et légèrement plus large que la taille d'une personne moyenne. Le moteur démarre et commence alors le voyage. D'abord, le module effectue un cercle autour de la Terre. Il s'agit d'une manœuvre gravitationnelle qui lui permet de prendre de la vitesse sans gaspiller trop de carburant. Comme l'atterrisseur lunaire est toujours en orbite, la gravité de la Terre l'affecte. Le vaisseau spatial semble tomber, mais pas vers la surface de notre planète, le long de sa trajectoire orbitale. Après un tour de la Terre, l'atterrisseur ajuste sa trajectoire et se dirige vers la Lune. La distance qu'il doit couvrir est de 384 000 km. Cela équivaut à 9 tours et demi de la Terre, ou 93 tours des États-Unis d'une côte à l'autre. Les vaisseaux spatiaux modernes peuvent couvrir cette distance en 9 heures seulement. C'est un peu plus qu'un voyage en avion de New York à Los Angeles. Dans le même temps, il a fallu environ 72 heures aux premiers astronautes pour se rendre sur la Lune. Très vite, Nova-C est proche de sa destination. Il fait un nouveau tour autour de la Lune pendant sa descente. Les scientifiques ont déjà choisi l'endroit parfait pour son atterrissage. Il y a plusieurs exigences. Tout d'abord, il doit y avoir des signes indiquant qu'il pourrait y avoir de la glace sous la surface à cet endroit. Deuxièmement, le module lunaire doit être capable de maintenir une communication radio avec la Terre. Et cela est impossible si l'atterrisseur se trouve sur la face cachée de la Lune. Lorsque les premiers astronautes ont volé autour du satellite naturel de la Terre, le contact avec eux a été perdu pendant quelques minutes. La connexion n'a repris que lorsque leur vaisseau spatial est sorti de la zone d'ombre de la Lune. La dernière exigence pour la zone d'atterrissage est la lumière du soleil. L'atterrisseur est équipé de panneaux solaires pour alimenter son équipement scientifique, ses ordinateurs de bord et ses modules de communication. Il a donc besoin de la lumière directe du soleil. L'atterrisseur se rapproche de la surface de la Lune. Le vaisseau spatial ralentit en s'approchant du site d'atterrissage. Maintenant, il est presque en vol stationnaire dans l'air. Encore quelques secondes et... posé. Le vaisseau spatial fait un atterrissage en douceur. Il est temps de percer la surface. Pour cela, le module possède un dispositif appelé Regolith and iDrill for Exploring New Terrain. Pour faire simple, c'est une grande foreuse d'1 mètre de long. C'est presque aussi long que la jambe d'une personne adulte. Une fois le bon endroit choisi, l'appareil est déposé sur le sol lunaire. Le forage va se faire en plusieurs étapes. L'atterrisseur devra soulever la foreuse à plusieurs reprises pour faire sortir la terre du trou de forage. Sinon, il risque d'endommager la mèche du forêt. Ensuite, l'atterrisseur devra analyser la composition du sol. Pour ce faire, il transporte un spectromètre de masse qui observe les opérations lunaires, appelé M-Solo. Son travail repose sur un principe simple. Il ionise ou charge les particules du sol pour les faire bouger. Il crée ensuite un champ magnétique puissant qui affecte les particules chargées et leur fait changer de trajectoire. Les substances, leurs molécules et leurs atomes se déplacent différemment dans le champ magnétique. Ainsi, en analysant les changements dans leur trajectoire, nous pouvons identifier la masse et la charge de chaque particule. Il ne nous reste plus qu'à consulter le tableau périodique de Mendeleïev et voir quels atomes nous pouvons trouver dans les échantillons. Les scientifiques espèrent trouver de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. Le pôle sud de la Lune est un endroit idéal pour garder la glace à portée de notre foreuse. L'équateur serait un endroit idéal pour maintenir le contact radio et alimenter les panneaux solaires de l'atterrisseur. Mais cette zone sera probablement trop chaude pour contenir de la glace. Le module d'atterrissage transportera également un hopper lunaire.
Cet engin sera utilisé pour explorer la surface de la Lune. Il portera une charge d'environ 0,9 kg. Les scientifiques testeront également la technologie de communication 4G. Le module doit avoir des modules spéciaux pour cela. Si le test est concluant, les gens pourraient être en mesure d'utiliser la couverture cellulaire pour communiquer sur la Lune, comme nous le faisons sur Terre. Mais le principal objectif de la mission est de prouver que les ressources trouvées sur la Lune peuvent être utilisées à l'avenir. Dès 2023, la NASA prévoit d'envoyer sur la Lune un rover autonome appelé Viper, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Il se posera au pôle sud de la Lune pour les mêmes raisons, la connexion avec la Terre et la lumière du Soleil. Le rover lui-même aura la taille d'une voiture de golf. Il transportera une foreuse et un analyseur de sol. Les scientifiques ont déjà tracé un itinéraire pour le véhicule. Il est d'environ 16 à 24 km de long. Il faudra 100 jours à Viper pour parcourir cet itinéraire. Il va forer le sol à la recherche de glace lunaire et marquer ses découvertes sur la carte. Il sera nécessaire de préparer l'arrivée des astronautes sur la Lune. Elle contribuera également à leur fournir des ressources précieuses comme l'eau. Plus tard dans les années 20, la NASA lancera la mission Artemis. À cette fin, les scientifiques construisent le vaisseau spatial Orion depuis des décennies. Il peut transporter 6 astronautes. Le véhicule de lancement qui emmènera Orion en orbite s'appelle le Space Launch System. Lorsqu'il sera prêt, ce sera la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Le premier vol se fera sans équipage. Il est prévu pour 2022. Comme le module d'atterrissage lunaire, le vaisseau spatial montera en orbite, fera un tour de notre planète et se rendra sur la Lune. Une fois qu'il aura atteint le satellite, il restera en orbite pendant 6 jours, puis reviendra sur Terre. Au total, il passera 25 jours dans l'espace. La deuxième mission est prévue pour septembre 2023. Cette fois, nous enverrons 4 astronautes sur la Lune. Ils voleront autour du satellite naturel de la Terre et reviendront sans se poser sur la surface lunaire. Il s'agira de la première mission avec équipage sur la Lune depuis 1972. La troisième mission, Artemis 3, est prévue pour le 55e anniversaire du premier alunissage, en 2024. 4 astronautes se rendront sur l'orbite de la Lune. Une fois sur place, 2 d'entre eux se déplaceront vers le vaisseau HLS. Il s'agit d'un nouvel alunisseur conçu par SpaceX. Ils effectueront ensuite un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune. Les astronautes y passeront plusieurs jours. Puis le vaisseau retournera en orbite, s'amarrera à Orion et reviendra sur Terre. Il est également prévu de construire une station spatiale dans l'orbite lunaire, la Lunar Orbital Platform Gateway, portail en orbite lunaire. Elle sera presque comme la Station spatiale internationale. Elle sera assemblée à partir de nombreux modules, tout comme l'ISS. Il y aura un élément de puissance et de propulsion. Ce sera le premier module équipé de moteurs pour la manœuvre et la propulsion. Il y aura également des panneaux solaires qui alimenteront la station. Un autre module servira à plusieurs fins, notamment la communication et le ravitaillement. Ensuite, il y aura plusieurs modules de vie. Ils pourront accueillir plusieurs astronautes pour une période allant jusqu'à 90 jours. C'est là qu'ils mangeront, dormiront, s'entraîneront et mèneront des expériences scientifiques. La station sera équipée d'un bras robotique. Il aidera les vaisseaux spatiaux à s'amarrer à la station, ainsi qu'à installer des équipements scientifiques supplémentaires à l'extérieur de la station. Il y aura un module de SAS. Les vaisseaux spatiaux entrants pourront s'amarrer à la station. Ce sera comme un parking pour déposer et récupérer des passagers. Les astronautes pourront également l'utiliser comme une porte vers l'espace. Il y aura un véhicule de renvoi d'échantillons, un petit vaisseau spatial qui livrera des échantillons du sol lunaire à la station. Il sera entièrement robotisé. La passerelle sera beaucoup plus petite que l'ISS. À titre de comparaison, la station géostationnaire comprend actuellement 11 modules et son coût total est d'environ 150 milliards de dollars. À l'avenir, nous utiliserons cette station comme rampe de lancement pour envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes, comme Mars ou dans l'espace lointain. Les fusées lancées depuis l'ISS auront besoin de beaucoup moins de carburant, car elles n'auront pas à lutter contre la gravité terrestre. Mais les astronautes de la passerelle seront plus en danger que ceux de l'ISS, à cause des radiations. Le champ magnétique de la Terre agit comme un bouclier qui disperse les rayons nocifs du Soleil. Et les astronautes qui séjournent là-bas ne reçoivent pas beaucoup plus de radiation que les passagers d'un avion commercial sur Terre. La Lune est trop éloignée du champ magnétique de notre planète. Tous les modules de la station Gateway, eux, devront donc être davantage protégés du rayonnement solaire.